Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information sur BC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire. La place de l'indépendance à Bukavu a été le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle ce lundi. Des centaines de citoyens se sont rassemblés pour dénoncer fermement l'agression du Rwanda et réclamer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après un déblocage des négociations entre Israël et le mouvement islamiste, les Palestiniens déplacés ont commencé à retourner ce lundi dans la bande de Gaza. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, les habitants de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, ont manifesté leur solidarité avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, et exprimé leur rejet des rebelles du M23 lors d'une marche pacifique ce lundi 27 janvier 2025. Cette action, qui s'est déroulée sur le boulevard Niawera à la place de l'Indépendance, a réuni une foule déterminée à soutenir les efforts de FARDC dans la lutte contre l'insécurité grandissante dans la région. Et sachez que lors de la réunion qui s'est tenue le dimanche à 23 h à la Cité de l'Union africaine, le gouvernement a réaffirmé l'engagement ferme du chef de l'État à garantir la sécurité de la population de Goma et à préserver la souveraineté territoriale de la RDC. Et sur ce, plusieurs décisions sont en cours pour faire face à la situation actuelle. On écoute le compte rendu du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées, et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps des déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évolue, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On ne va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République, et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président, pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci.
Toujours dans le même chapitre, un conseil de sécurité de l'ONU était organisé en urgence et consacré à la crise en République démocratique du Congo, une occasion pour la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kaikwamba Wagner de demander à la communauté internationale d'agir au plus vite face à cette agression qu'elle qualifie de systématique et coordonnée menée par les Rwandais et ses supplétifs du M23. Suivez. Face à la légèreté avec laquelle le Rwanda prend les choses, la ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba Wagner rappelle au Conseil de sécurité de l'ONU lors de son allocution que c'est depuis le 6 janvier dernier que les RDF et les M23 ont intensifié leurs offensives, qui ont d'ailleurs aggravé la crise humanitaire qui était déjà critique. Aujourd'hui, il n'y aura pas de réfutation. Aujourd'hui, il n'y aura pas de réponse aux propos et aux tentatives maladroite du Rwanda de passer sous silence les attaques impitoyables et inexcusables sur l'édifice du multilatéralisme, du droit international et de la valeur de la vie humaine qu'il est en train de mener à ce moment même à Goma. La réponse à l'agression rwandaise et à ses manœuvres de diversion doit venir de ce Conseil, qui doit enfin assumer pleinement ses responsabilités et cesser de détourner le regard. Trop de temps a été perdu dans l'inaction. Trop de vies ont été sacrifiées et trop de principes ont été bafoués. Elle exige ainsi des sanctions sévères contre le Rwanda au regard de son manque de respect au groupe des experts. Le Rwanda persiste dans la terreur et le pillage et le mépris des Nations Unies et des résolutions de ce Conseil. L'impunité ne saurait perdurer sans porter un coup fatal à la crédibilité des Nations Unies. Le temps des hésitations est révolu. L'heure est à l'action. Je vous remercie. La communauté internationale doit se mettre en œuvre pour trouver des solutions rapides et efficaces, mais surtout durables pour que la population de l'Est de la République démocratique du Congo puisse respirer l'air de la paix. Et selon des sources concordantes, sachez que malgré la percée des forces de l'ennemi, malgré une situation sécuritaire toujours fragile et marquée par des affrontements intermittents dans ces environs, par contre, une accalmie s'observe dans la région de Saké après plusieurs jours de violences intenses. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne baissent pas les bras. Ils déploient tous les efforts possibles pour préserver la ville de Goma, qui du reste est toujours sous contrôle des FARDC. La situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, on continue d'en parler. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, l'Union européenne, ainsi que le président du Kenya et président en exercice de l'EAC, Communauté d'Afrique de l'Est, William Ruto, ont exprimé leurs préoccupations à la RDC tout en réitérant ses condamnations la plus ferme de l'offensive en cours du groupe armé M23 et ses avancées à l'est du pays. L'offensive renouvelée du M23 soutenue par les forces armées rwandaises RDF aggrave une crise humanitaire déjà dramatique à l'est de la République démocratique du Congo. Dans sa déclaration faite le dimanche 26 janvier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est profondément préoccupé par l'escalade de cette violence et réitère sa condamnation la plus ferme de l'offensive en cours du groupe armé M23 et de ses avancées vers Goma, au Nord Kivu. Dans une autre déclaration officielle, l'Union européenne a fermement également condamné la prise des villes stratégiques de Minova le 21 janvier et de Saké le 23 janvier, qualifiant ces actions de violations inacceptables du cessez-le-feu. Ces avancées militaires intensifie une crise humanitaire qui touche plus de 800 000 déplacés internes regroupés autour des Goma. L'Union européenne a exprimé son inquiétude face à la menace proférée par les M23 de s'emparer des Goma, capitale provinciale du Nord Kivu. L'Union européenne a réitéré également son soutien à la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, MONUSCO, condamnant toute attaque contre les casques bleus. Elle a appelé toutes les parties au conflit à respecter les droits humanitaires internationaux, à protéger les civils et à garantir un accès humanitaire sans entrave. De son côté, le président du Kenya et président en exercice de l'EAC, William Ruto, a réitéré l'engagement de l'EAC
a collaboré avec d'autres organisations régionales et internationales, notamment l'Union africaine et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, pour encourager le parti au conflit à privilégier les dialogues. Il a également appelé le président Félix Tshisekedi de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, avec lesquels il s'est entretenu à répondre à l'appel à la paix lancé par les populations de la région et la communauté internationale. Notons que la situation dans la partie Est reste toujours tendue avec des combats intenses entre les FARDC appuyés par leurs alliés Ouazalendo et les rebelles du M23. On va prendre un mot de santé dans ce journal. Le week-end dernier, la clinique quinoise a célébré l'inauguration d'un nouveau centre de référence de 21 lits dédié aux soins des personnes atteintes du Mpox. Cette inauguration marque un pas important dans la lutte contre cette maladie. Et plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, notamment le ministre de la Santé, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, ainsi que le représentant de l'OMS. Jeannette Fika. Nous sommes à la clinique quinoise, située dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la capitale de la RDC, où il y a eu l'inauguration du nouveau centre de référence dédié aux soins des patients atteints de Mpox. Prenons la parole lors de cette cérémonie inaugurale, en présence de plusieurs personnalités. Le ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba, qui a inauguré ces centres, a salué l'engagement du gouvernement tout en mettant l'accent sur la réponse rapide de la RDC, celui de faire de la couverture santé universelle une de ses priorités. Souhait du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous remercions tous les partenaires qui sont à nos côtés en ce moment. Je pense particulièrement au Royaume-Uni qui nous a aidés à construire, à réhabiliter, à mettre en place ce centre de lutte contre Mpox. Je pense à l'Organisation mondiale de la santé qui, comme l'a répété le représentant, ne ménage aucun effort pour qu'ensemble nous puissions vaincre cette maladie. Je pense aussi à nos propres efforts au travers de l'Institut national de santé publique, avec son centre d'opération d'urgence, le COUSP, qui, dès le départ, a pris en main la réponse à cette crise. En cela, ici est le moment de remercier le président de la République, chef de l'État, pour cet effort permanent qu'il fait en termes de santé. Ces nouveaux centres de référence sera une véritable atout pour la prise en charge de personnes vulnérables qui représentent les groupes les plus affectés par la dite maladie. Et dans un autre chapitre, dans le but de sensibiliser les assujettis à faire des déclarations correctes de la taxe de promotion de l'industrie dans le délai, l'agence du Fonds de promotion de l'industrie de la province du Kasaï oriental a organisé une journée promotionnelle à Mbuji-Mayi. Ont pris part à cette activité les opérateurs économiques, les différents responsables des services de l'État ainsi que les artistes comédiens. Regardez. L'agence du Fonds de promotion de l'industrie de la province du Kasaï oriental a organisé une journée promotionnelle la semaine dernière à Mbuji-Mayi. Les opérateurs économiques, les différents responsables des services de l'État et les artistes et comédiens ont été tous conviés à cet événement. Selon le chef d'agence du FPI, Bessi Kazadi, l'objectif de cette journée est de sensibiliser les assujettis à faire des déclarations correctes de la taxe de promotion de l'industrie dans les délais. La TPI contribue non seulement au financement et à l'intégration de l'industrie locale, mais aussi à la réalisation des ouvrages d'utilité publique. L'hôpital d'Elamouya et l'école du 4 janvier à Mbuji-Mayi, par exemple, ont été construits grâce aux subventions issues de cette taxe collectée dans d'autres provinces. Toutes ces subventions sont les fruits de la taxe de promotion de l'industrie locale, payée par les assujettis des autres provinces, car la quote-part de notre province de Mbuji-Mayi ne représente presque rien. Voilà pourquoi nous vous appelons à un devoir civique, chers industriels, à déclarer vos productions afin que notre chère province du Kasaï oriental soit aussi comptée parmi les meilleures. Bien avant cette journée,
Le directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi a visité la ferme avicole dans les territoires de Miabi. Cette association sans but lucratif a été subventionnée par les FPI pour promouvoir l'autosuffisance alimentaire dans la région. C'est un exemple illustratif de cette prise en charge de soi-même parce que l'État lui-même ne saura pas engager toutes les Congolaises et tous les Congolais. Et donc il faut que les Congolais, même par l'activité créatrice, génèrent des emplois et commencent à se prendre en charge. Ça sera en tout cas intéressant pour la population congolaise. Encourageons les populations qui s'y prennent dans les travaux de fabrication des aliments pour que, en tout cas, à la longue, nous puissions assurer notre indépendance alimentaire. Les opérateurs économiques du Kasaï doivent payer cette taxe pour obtenir plus des financements du FPI afin de développer leurs projets industriels. Et en dehors de nos frontières, avant de boucler ce journal, les déplacés commencent à retourner dans le nord de la bande de Gaza, selon un responsable du ministère de l'Intérieur du Hamas, après un déblocage des négociations entre Israël et le mouvement islamiste, permettant ainsi la libération prochaine d'otages. Le reportage est de nos confrères de France 24. Lance le retour vers le nord de la bande de Gaza pour les déplacés palestiniens. Un exode massif, résultat du déblocage des négociations entre Israël et le Hamas. Leur aboutissement doit marquer la fin du corridor de Netzarim, cette zone qui coupe en deux l'enclave mise en place par Israël pour accentuer la pression sur le mouvement islamiste. D'après la défense civile, ils étaient hier plusieurs dizaines de milliers à patienter, espérant un retour. Nous avons passé plus d'1 an d'humiliation et de souffrance. Nous n'arrivions pas à croire qu'il y avait une trêve et que nous pourrions donc retourner sur notre terre. Le Hamas avait accusé Israël de violer l'accord en empêchant leur retour. De son côté, Israël avait justifié son refus d'ouvrir l'accès au nord de l'enclave par l'absence de liste sur la situation des otages et par la non-libération samedi d'une civile, Arbel Yehoud, enlevée il y a 15 mois. Mais dimanche soir, les tractations ont porté leurs fruits. Suite à des négociations intenses et déterminées, le Hamas libérera des otages jeudi. Dans le cadre de cette étape seront libérés Arbel Yehoud, la soldate Agamberger et un autre otage. 3 autres otages seront libérés samedi comme prévu par la première phase de l'accord de trêve. En parallèle, Israël a aussi reçu du Hamas une liste avec les informations sur tous les otages libérables prochainement, vivants ou morts. Prévue pour 6 semaines, cette phase de l'accord de cessez-le-feu doit permettre la libération de 33 otages israéliens contre 1900 prisonniers palestiniens. 61 otages seront encore retenus à la fin de cette période, dont 34 annoncés morts par Israël. La place au rappel des titres. La place de l'indépendance à Bukavu a été le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle ce lundi. Des centaines de citoyens se sont rassemblés pour dénoncer fermement l'agression du Rwanda et réclamer la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Après un déblocage de négociations entre Israël et le mouvement islamiste, les Palestiniens déplacés ont commencé à retourner ce lundi dans la bande de Gaza. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur BC Télévision. Mais avant de nous dire au revoir complètement, nous soutenons intensement nos confrères, des FRDC et tous nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté de l'Est du pays. Un jour, cette histoire sera conjuguée au passé. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.